Bonjour à vous. Cette semaine, j'ai fait deux autres entrevues, en fait deux entrevues en plus de cette vidéo que je vais essayer de mettre avec celle-ci, qui sera vraiment très courte. Alors, j'ai parlé d'amour avec Annie et Sylvie. Et puis, j'ai aussi fait ce qu'on appelle une vidéo à Phil Lucie avec Philippe Guillemant. Alors, si ça vous intéresse, de m'entendre parler d'amour ou encore avec Philippe, on a parlé du libre arbitre. Ben, vous pourrez les consulter. Mais pour ma vidéo de cette semaine, j'avais envie de vous parler sur quelques textes ou témoignages sur lesquels je suis tombée, puis qui avaient, il me semble, du sens par rapport à la période qu'on vit présentement. Premièrement, bon, j'ai voyagé de la Suède à la Haute-Provence, puis en passant par Amsterdam. Je me suis arrêtée dans une librairie et j'ai acheté un livre qui s'intitule Nudge. Je vous ai mis les références dans la liste des commentaires ou dans la description de la vidéo. Alors, on y parle de ce qu'on appelle le paternalisme libertarien. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire que c'est une stratégie qu'on peut appeler en français le coup de pouce qui était utilisé en marketing, mais qui a été récupéré par les gouvernements et qui est, si je voulais résumer, qui est de dire, on sait mieux que vous, ce qui est bon pour vous, alors on va vous le suggérer sans que vous en soyez conscient à travers des phrases toutes faites, des affiches qu'on met dans notre environnement. Alors, on retrouve ça dans certaines phrases qui ont circulé beaucoup ces années-ci, comme restez à la maison, sauvez des vies, on vous protège avec des images qui nous montrent qu'on doit rester à distance, par exemple. Alors, vous voyez, dans l'esprit de Nudge, c'est de dire que les gens par eux-mêmes ne savent pas ce qui est bon pour eux. Puis, si on leur laisse le choix, ben, souvent, ils vont choisir quelque chose qui n'est pas nécessairement sain pour leur santé, pour la société non plus. On ne peut pas se fier sur eux. Puis d'ailleurs, il y avait Daniel Kahneman, j'en parle souvent parce que c'est un livre qui m'a marqué, qui a démontré que, bon, comme notre cerveau fonctionne par association, on fait parfois souvent, on porte des jugements qui sont faux et notre cerveau est paresseux. Alors, dans un tel cas, ben, les gouvernements ou les gens qui vendent des produits se disent, ben, on va vous aider à choisir, à faire des meilleurs choix. C'est vraiment pas évident parce que ça peut passer sur le dos de on le fait pour votre bien-être. Mais ça peut aller assez loin parce que, ben, comme on l'a vécu, c'est pas certain que ce qu'on vous propose ou ce qu'on vous impose, c'est pas nécessairement le choix que vous auriez fait. C'est pas nécessairement ce dont votre corps a besoin, par exemple. Euh, quand la crise a commencé, puis qu'on a dit aux gens, restez à distance, puis confinez-vous, ça m'apparaissait clair que c'était à l'inverse de tout ce qu'on connaissait en psychologie, qui est cette nécessité, surtout pour les personnes âgées, les enfants, de rester en lien pour leur santé mentale et physique. Alors, ça nous amène à réfléchir, d'une part, sur ce qui est bon pour nous, mais aussi sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se fie sur une information qui vient d'un tiers, qui se considère comme un expert, parfois, ou une personne en autorité, ou est-ce qu'on porte un jugement personnel? Et on a vécu longtemps avec l'idée qu'un tiers, parce que un tiers est spécialisé dans un tel domaine, ben il connaissait mieux que nous, ce qui est bon pour notre corps, par exemple. Et à mon avis, on est dans une période de transition où on revient à une idée qui était complètement discréditée de dire, ben, on peut se fier à notre propre expérience, à nos besoins, pour savoir ce qui est bon pour nous. Et c'est la même chose pour la tonne d'informations qui circulent. C'est un grand défi pour nous de prendre une distance par rapport à ces informations, s'en servir pour se faire un jugement, mais ne pas devenir les esclaves de ces informations-là, ne pas être au service de l'information qui circule, mais plutôt faire en sorte que ces informations nous permettent d'y voir plus clair. Et quand
Et quand ça devient tellement complexe qu'on est perdu, et c'est ce dont on a parlé avec Philippe dans la vidéo qu'on a fait, quand c'est trop complexe, on a deux choix. Oui, on peut se fier à un expert ou encore on peut retrouver une intelligence de notre corps qu'on appelle l'intuition ou l'instinct, se fier à notre ressenti. Et souvent, c'est la première voix qui parle, la petite voix intérieure qui nous dit, ah, c'est bien étrange comme choix qui m'est proposé ou encore, non, c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. C'est sûr que on vit aussi dans un monde virtuel où on peut devenir confus par rapport à nos besoins. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une confusion entre désir et besoin. Avec tous les produits de consommation qui sont à notre portée, qu'on nous présente, qu'on désire, on peut venir à penser qu'on a absolument besoin, par exemple, d'un nouvel appareil électronique ou d'une voiture de l'année. C'est aussi un défi de revenir à quels sont nos vrais besoins, nos besoins essentiels, ceux qui vont nous apparaître comme très importants le jour où on va comprendre que tout ce qu'on a accumulé dans la vie terrestre, ben, on ne l'apportera pas dans notre tombe. Ça, c'est une chose que je voulais vous partager. Les coups de pouce qu'on nous donne, les phrases toutes faites qui circulent de ce temps-ci après la dite pandémie, bien, c'est le changement climatique. C'est l'idée que le changement climatique, c'est plutôt c'est les humains qui sont responsables de ce changement climatique et de la crise climatique. Et on parle du CO2, un peu comme on parlait de la COVID. Et on a visé en Chine, par exemple, on vise le zéro COVID, ce qui est tellement insensé. Ben, on peut aussi commencer à entendre parler du zéro CO2, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les virus, tout comme le CO2, c'est essentiel à la vie. Le virus, c'est une partie de soi qui contribue à notre développement, comme le CO2. Alors, j'écoutais une entrevue avec, comment il s'appelle? Bon, je vais le retrouver, ce sera pas long. Richard Lindzen, qui est un physicien de l'atmosphère, qui disait que le CO2, c'est le seul polluant essentiel à la vie. Alors, regardez, en parlant de ces coups de pouce, les phrases qui circulent, ce sont des aberrations. Et c'est ça qui est tellement rendu loin. Circulent des phrases qui sont complètement insensées, qui sont achetées, qui sont prises pour acquises par la population. Alors que, on n'a pas besoin d'aller trop loin pour comprendre que ça n'a aucun sens, ce qui circule au sujet des virus et du CO2. C'est là que, donc, il faut revenir à un jugement personnel. Je, je réalisais simplement par l'observation de ce qui se passe, puis vous avez peut-être vécu ça, qu'on vit dans une culture de la méfiance, dans laquelle les lois sont faites à partir d'exceptions, des cas exceptionnels, des situations qui arrivent très, très peu souvent, mais à cause de ça, on va imposer à tout le monde la même loi. Vous avez sûrement des exemples en tête. Et ça vous est arrivé sûrement, vous êtes au téléphone, puis on vous dit, ben, pour nous assurer qu'on parle à la bonne personne, on va vous poser des questions. Puis là, on y va avec un certain nombre de questions. Puis ça instaure un climat. C'est comme si on se plie à ces formalités, mais ça fait que ça instaure aussi un genre de climat de méfiance, de paranoïa, Quand on parle du vol d'identité, c'est à se demander si ces vols ont vraiment eu lieu et si c'est pas pour mettre en place justement ce genre de société où l'on voudra vérifier l'identité de chaque personne à l'aide de cet identifiant numérique.
Dans quel monde on vit, hein? Je continue avec les choses qui ont attiré mon attention cette semaine. Il y a Guilhem Kezak qui disait, lorsqu'on est rendu à croire à quelque chose ou à agir pour quelqu'un d'autre qui n'est pas soi, ben, il y a un danger d'être manipulé, d'être utilisé comme un pion sur un jeu d'échecs. Je pense que si on voulait résumer mon intervention d'aujourd'hui, c'est de se positionner à partir d'une réflexion au sujet de je me fie sur quoi pour faire un jugement personnel. Est-ce qu'il y a possibilité pour moi, entre l'information que je reçois puis la décision que je vais prendre, par exemple, de ramasser cette information, de faire parler mon cœur et puis de prendre des décisions qui sont relatives à mes besoins et à mes valeurs? On a passé bien des années à être à côté de soi, plusieurs d'entre nous, à être ce qu'on attendait de nous. La société attendait de nous certains comportements. Puis on a joué un rôle, un personnage qu'on a eu. Et on est dans une période où on redevient plus authentique. Et parler avec le cœur ou prendre des décisions en fonction de nos intuitions, de nos instincts, j'ai le sentiment que comme ça a été discrédité dans la science et partout socialement, bien que c'est peut-être le mot d'ordre qui va revenir de plus en plus comme un guide qui nous éclaire dans nos décisions pour nous-mêmes puis entre nous. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y a Lynn qui m'a envoyé euh, de l'information au sujet d'une expérience qui a eu lieu il y a un certain temps, faite par Jay Weiss, qui a utilisé malheureusement des rats pour démontrer que euh, la prédiction qu'on peut avoir par rapport à l'avenir peut être bénéfique. On va dire ça comme ça. Alors, l'expérience comme telle, c'est la comparaison entre deux groupes de rats. Dans les deux cas, on donne des chocs électriques aux rats. Dans un premier cas, le groupe ne peut pas prévoir à l'avance ces chocs-là. Il n'y a pas d'indication qui lui permettent de savoir quand le choc électrique arrive, parce que c'est donné de façon aléatoire. Dans le deuxième groupe, ben, il y a des signes avant-coureurs. Les rats entendent un bruit, par exemple, là, ils savent que le choc électrique s'en vient. Et on a démontré que le deuxième groupe était beaucoup moins stressé et moins malade, juste par le fait qu'il pouvait prévoir les situations d'adversité. Puis on a fait aussi une expérience subséquente avec un groupe qui pouvait à la fois prévoir et éviter les chocs. Et évidemment, ce groupe-là s'en est sorti beaucoup mieux. Et ça m'apparaissait intéressant parce que un certain nombre de personnes savent des choses tout simplement parce qu'elles se sont intéressées à ces informations-là. Elles ont pris le temps d'écouter des témoignages, des conférences en dehors des médias traditionnels. Et elles ont une connaissance de ce qui s'en vient, un peu comme on sait qu'il y a eu cette dite pandémie, ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, ensuite il y a l'information qu'on nous donne constamment sur le changement climatique. C'est comme si on sait un peu, puis après on sait qu'il y aura, en tout cas, il y a une tentative de ramener la passe vaccinale, la passe sanitaire ou la passe carbone, je sais pas trop. Alors, savoir ça à l'avance, selon la recherche de Weiss, c'est bénéfique. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est comme un couteau. C'est l'image du couteau qui me venait de dire un couteau, ça peut être très bien. Par exemple, ça nous permet de couper des aliments, préparer une recette, mais ça peut être aussi utilisé pour un crime, par exemple. Alors, les prédictions qu'on peut faire, on peut considérer que ça dépend comment on les utilise pour soi, pour les autres. Alors, je ne sais pas ce que vous faites avec les informations que vous avez au sujet de ce qui s'en vient ou de ce que vous voyez passer en termes de loi. Est-ce que l'effet que ces informations-là ont sur vous, c'est de vous inquiéter davantage, de vous démoraliser, d'être dans un état de panique, de perdre le sens de votre vie?
de vous demander, ben, si on s'en va dans cette direction-là, que ça donne, comme Yvon Deschamps disait. Ça peut aussi avoir l'effet que, et c'est ce que je nous souhaite, qu'on réussisse à prendre une distance en considérant que ces décisions, ces lois qui sont mises en place, cette direction qu'on prend, que la société prend, mène à, pour moi, c'est de l'autosuicide, là. Ça mène à la destruction d'une société et des gens qui s'accrochent à cette société. Et c'est sûr que je réfléchis tout le temps à comment on peut le mieux s'en sortir. C'est sûr qu'on peut être très empathique, même sympathique à ceux qui s'accrochent à cette société et qui subissent les effets secondaires des injections, qui subissent aussi les effets secondaires des restrictions, des contraintes qui sont vraiment pas bonnes pour la santé physique et mentale. On peut développer de l'empathie, mais considérer malgré tout que c'est leur choix. Ça, c'est très difficile, surtout quand c'est nos proches. Mais je pense que ça nous force à un lâcher-prise, à aussi une distance entre ce qui se passe à un niveau du quotidien, à un niveau du quotidien social, personnel, et je vais utiliser le mot s'élever, même si ça peut paraître péjoratif, là, dans le sens positif, s'élever au-dessus de ça, prendre la distance, puis considérer qu'on est un peu un témoin de ça et que ça nous donne l'occasion de développer d'autres capacités et justement de revenir vers notre intuition, notre instinct et le développement de nos capacités qu'on n'a peut-être pas eu l'intérêt de développer dans le conditionnement dans lequel on était auparavant. C'est une occasion en or, mais qui a aussi évidemment, qui est rattachée à des événements qui sont souffrants, surtout quand on est sensible à notre environnement, à ceux qui nous entourent. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, ben, comme à l'habitude, je vous dis merci beaucoup. Je vais vous partager quelque chose de personnel. J'ai travaillé longtemps, 25 ans comme psychologue. Et puis, j'ai enseigné la psychologie pendant 25 ans. Et si je reviens à ma pratique de psychologue, j'avais des clients à cette époque-là que je pouvais aider. Et ça me comblait de pouvoir me trouver utile pour ces gens-là. Et quand j'ai terminé ma pratique, j'aurais jamais imaginé pouvoir euh, aider de nouveau. Et je me serais jamais imaginé de pouvoir aider autant de personnes. Alors, je vous remercie pour vos témoignages. Merci de me faire sentir utile aussi. Et à mon tour, je vous dis merci pour tout. Je vous le dis souvent, les messages que vous me partagez, les commentaires, les informations. Et puis, ben, on lâche pas. On est dans une école, l'impression, l'école de la vie. On fait de l'éducation populaire les uns les autres. Merci pour les gestes que vous posez dans votre quotidien pour vous, pour votre bien-être, pour celui des autres, en considérant que tout ça, c'est une question de vibration, comme on le dit souvent et comme on le dit comme je le dis avec Philippe, une vibration qui est saine pour soi-même, mais qui va aussi influencer votre environnement. Et puis, bien, à bientôt.